Bonjour à tous. Vous êtes déjà beaucoup à être connectés, plus de 100 personnes connectées. Vous êtes très ponctuels, c'est génial. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous nous voyez bien, vous voyez la présentation, tout ça? Parfaitement. Merci Mélanie. C'est génial. Alors on va commencer dans quelques minutes. On va peut-être attendre un petit peu que plus de monde se connecte. Vous avez un petit sondage dans l'onglet sondage si vous voulez répondre à cette petite question qui est un lien direct avec notre sujet du jour. Je suis accompagnée de Marion aujourd'hui. On démarre une nouvelle thématique de webinaire. Euh, donc, je suis ravie que vous soyez là à nouveau. J'ai étudié un petit peu les statistiques des webinaires Shine et on voit qu'il y en a beaucoup de monde qui revient à plusieurs webinaires. Donc, c'est que ça vous plaît. On est vraiment ravis. Vous pouvez aussi nous dire dans le chat peut-être ce que vous faites, enfin, nous décrire un petit peu votre activité, si vous êtes artiste, freelance, artisan, e-commerçant. C'est toujours intéressant de savoir à qui on s'adresse. Et pour ceux qui ne se sont jamais encore connectés sur Livestorm, vous avez un onglet questions. Donc, toutes les questions qui auront vraiment trait à la présentation de Marion d'aujourd'hui, veillez à la poser vraiment dans cet onglet-là, parce que dans le chat, ça va très vite, on risque de les rater. Et surtout, dans l'onglet questions, vous pouvez voter pour les questions des autres et ça nous permet de répondre en priorité, du coup, aux questions qui sont les plus populaires parmi vous. Beaucoup de freelance, je vois, beaucoup de graphistes aussi. Génial. Très bien, salut les freelances. Marion, justement, accompagne beaucoup de freelance, donc ça tombe bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Shine, en général, c'est plutôt la communauté Shine qui vient à ces webinaires, mais au cas où, on est une néobanque pour les indépendants et les petites entreprises. Et notre objectif, c'est de vous guider dans la jungle administrative et bancaire pour vous permettre de vous concentrer sur votre business. On a un deuxième objectif qui est aussi de vous accompagner au-delà dans votre réussite. Et pour ça, on propose beaucoup de contenu. Alors, au début, beaucoup sur notre blog, mais maintenant, on fait aussi beaucoup de webinaires. Le projet, c'est vraiment de faire progresser la communauté grâce à la communauté. Donc, on invite des clients Shine qui sont experts sur certains sujets à venir vous proposer justement du contenu, des super conseils et des retours d'expérience. Donc, comme je disais, on entame une nouvelle thématique. On a fait 4 webinaires sur la communication et le contenu. Et aujourd'hui, on commence une thématique qui s'appelle développer sa clientèle et son réseau. Donc, dans 2 semaines, on accueillera Anne Rifa du réseau YouStart pour qu'elle nous donne ses meilleures stratégies afin de se créer un réseau professionnel puissant. Et début janvier, vous pourrez recevoir les conseils de Doriane, qui est une experte en Customer Care et qui nous expliquera comment utiliser la puissance du Customer Care pour augmenter son chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a attiré beaucoup de monde avec Marion, qui est comment attirer de nouveaux clients sans passer trop de temps à prospecter. On le sait, le temps de prospection, ça peut prendre beaucoup de place et c'est surtout pas forcément rémunérateur. Donc, c'est super important d'avoir ces stratégies en tête. Donc, Marion, je te laisse te présenter et commencer tranquillement. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter rapidement. Hop, si j'arrive à passer les slides. Super. Donc, je m'appelle Marion Giroudon. Je suis en freelance depuis un peu plus de 5 ans. J'ai lancé mon activité au mois d'août 2015. Et aujourd'hui, donc, j'ai 2 activités. Mon activité freelance. Donc, je suis consultante et formatrice en stratégie digitale. J'aide les entreprises, plus particulièrement celles du tourisme, à définir leurs objectifs et leurs stratégies digitales pour avoir plus de clients et les fidéliser. Je mets en place une partie des actions, je les suis, je les ajuste. Voilà, donc je suis vraiment une consultante hyper classique, mais plutôt spécialisée sur le digital pour le tourisme. Et puisque j'étais freelance depuis longtemps et que chaque mois j'organisais des after-work pour Malte, donc la plateforme de freelance, j'ai commencé à être sollicitée très régulièrement par des freelances ou des futurs freelances qui avaient plein de questions. Et ben pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé il y a quelques temps de créer une chaîne YouTube et de créer un blog et également d'accompagner des freelances de façon individuelle. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement global sur toutes les questions qu'on peut se poser quand on est freelance, que ce soit administratif, que ce soit sur l'organisation, sur le réseau, et surtout sur une qui préoccupe quand même beaucoup de freelance au démarrage, c'est comment on peut trouver des clients
et sans prospecter dans le sens, sans courir après les gens, sans contacter des personnes qui ne connaissent pas pour essayer de leur proposer nos services. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de voir quels moyens on peut employer pour faire venir à nous des prospects et les transformer en clients. Donc dans une démarche qui est beaucoup plus naturelle parce que on n'est pas en position de demande. Voilà, on attend, enfin, on met en place des actions et ensuite, normalement, quand tout se passe bien, les prospects viennent à nous et ça crée une relation beaucoup plus équilibrée. Le fait qu'eux viennent à nous et qu'on ne soit pas allé les chercher directement, c'est beaucoup plus confortable pour beaucoup de gens. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat, n'hésitez pas, comme vous l'avez dit Juliette, à poser vos questions plus précises dans l'onglet questions. Je vois déjà qu'il y a une question de Denis qui demande si on pourra revoir les anciens webinaires en replay. Alors Juliette m'a dit hier que la vidéo serait postée sur YouTube. Donc voilà, ce sera possible a priori de revoir la vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre grâce à l'onglet questions dès que je dis quelque chose sur lequel vous avez besoin de précision. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon moment et j'espère que ça va vous aider dans votre activité. Alors, de quoi on va parler exactement? On va parler de votre positionnement. Avoir un positionnement qui est clair, c'est vraiment la première condition sine qua non pour que des prospects puissent venir à vous en sachant ce que vous proposez et comment vous pouvez les aider. On va parler brièvement de comment développer un réseau de prescripteurs parce que Juliette vous l'a dit, il y a un webinaire qui est prévu dans quelques temps vraiment spécifiquement sur ce sujet. On va parler de comment vous pouvez créer du contenu qui va vous faire, qui va vous permettre de recevoir très régulièrement des demandes de nouveaux prospects. On va voir ce que vous pouvez faire pour optimiser votre profil LinkedIn et pourquoi c'est important de le faire. Et enfin, parce que c'est bien beau de faire venir à vous des prospects, mais il faut quand même qu'ils signent un contrat avec vous. On va voir ce que vous pouvez faire pour que vos prospects deviennent vos clients. Voilà, donc c'est parti. Alors, le positionnement hyper clair, souvent c'est quelque chose qui est considéré comme un peu théorique. On va voir de façon hyper pratique comment ça peut s'appliquer sur une toute petite entreprise, donc la vôtre, dont vous êtes l'unique membre. Les concepts de marketing fonctionnent aussi pour vous. Donc, on va voir tout de suite comment. Alors, le fait d'avoir un positionnement qui est très clair, le travail là-dessus, ça va vous permettre de réfléchir prioritairement à 3 choses. La première chose, c'est qu'est-ce que vous proposez? Quelle est, en gros, votre offre de service? Quels sont les différents types de prestations que vous êtes en capacité de proposer? Ou je vois qu'il y a quelqu'un qui est sur la création d'une marque de vêtements. Quels sont les types de produits que tu vas proposer? On va réfléchir aussi à qui sont nos cibles, à qui est-ce qu'on va proposer ces produits, qui est-ce qui éventuellement va les acheter, qui va les utiliser, qui va les recommander, parce que c'est pas toujours la même chose. Imaginons une marque de céréales pour enfants, la personne qui va manger les céréales, c'est l'enfant, celle qui va les acheter, c'est la mère ou c'est le père, en tout cas c'est les parents. Voilà, donc il faut bien penser toujours qu'on peut avoir différentes cibles et que le client final, l'utilisateur final, c'est pas forcément la seule personne auprès de qui on va communiquer. Et enfin, il faut savoir également quelle est la promesse que vous leur faites, que va leur apporter finalement le fait de travailler avec vous, le fait d'acheter chez vous. Si vous ne faites pas ça, le problème, c'est que les gens ne vont pas vraiment comprendre ce que vous faites. Et si les gens ne comprennent pas ce que vous faites, personne ne vient vers vous pour vous demander de l'aide. Et puis du coup, pareil, quand vous n'avez pas un positionnement clair et surtout quand vous n'avez pas un ciblage qui est clair, ça va être très compliqué pour vous de vous dire je vais faire telle ou telle action pour toucher mes prospects, alors que on va le voir, hein, il y a plusieurs façons de définir son positionnement, mais quand on a un ciblage clair, c'est beaucoup plus simple de se dire bon, si je veux toucher ces types de clients, il faut que je sois visible à tel endroit, par exemple. Alors, comment on s'y prend pour définir son ciblage? Déjà, on va prendre une feuille, un stylo, et on va essayer de lister le plus précisément et le plus exhaustivement possible tous les services et les produits qu'on propose ou qu'on pourrait proposer. Par exemple, si vous êtes photographe, il va falloir réfléchir, est-ce que vous pouvez faire de la photo de mariage? Est-ce que vous pouvez faire de la photo de baptême? Est-ce que vous pouvez faire du portrait en entreprise? Est-ce que vous pouvez faire de la captation d'événements? Voilà, il faut essayer de réfléchir à tous les services que vous pourriez proposer, toutes les prestations que vous êtes capable de réaliser aujourd'hui.
tout ce que vous savez faire. Si vous êtes développeur, mais il va falloir lister quels sont les langages sur lesquels vous êtes capable de travailler. Est-ce que vous êtes capable de créer un site internet de A à Z, une application mobile? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire précisément? Ensuite, il va falloir définir quels sont les types de personnes, d'entreprises ou de secteurs d'activité avec lesquels vous souhaitez travailler. Imaginons que vous êtes spécialisé dans la création d'applications mobiles. Est-ce que c'est plutôt pour des startups B2B? Est-ce que c'est plutôt pour, je sais pas, des industriels de l'agroalimentaire? Il faut arriver à identifier qui seraient vos clients potentiels ou qui seraient vos clients idéaux. En fait, qui a besoin de ce que vous savez faire, avec qui vous avez envie de travailler. Ça, c'est très important. Quand on est en freelance, on est aussi freelance pour créer le poste un petit peu de nos rêves. Plus on aime ce qu'on fait, plus on va être meilleur dedans. Donc, c'est très important que vous preniez bien le temps de la réflexion sur cette étape-là. Et puis, on parle souvent de spécialisation sur un secteur d'activité. Je sais qu'il y a pas mal de gens, quand je parle de ça, qui disent mais moi, si je me suis lancée en freelance, c'est parce que j'en avais marre de faire tout le temps la même chose. J'ai pas envie de me cantonner à un seul secteur d'activité. J'ai pas envie, je vais tomber trop vite dans la routine. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir plusieurs secteurs d'activité, mais en choisir 2 ou 3. Moi, par exemple, quand le confinement est arrivé au mois de mars, j'étais très contente que tous mes clients ne soient pas dans le tourisme, parce que sinon, ça aurait été une période très compliquée pour moi. Donc, c'est très bien aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais moi, je vous recommande quand même de cibler 2-3 secteurs d'activité avec lesquels vous avez envie de travailler en priorité. Et enfin, il faut vraiment que vous puissiez définir quels sont les problèmes auxquels vos produits ou vos services vont pouvoir répondre. Pour la marque de vêtements, bah, je sais qu'il y a des marques de vêtements, par exemple, qui sont adressées, je ne sais pas, que à la communauté hip-hop. Il y a des marques de vêtements qui s'adressent aux personnes de grande taille qui ont du mal à trouver des vêtements qui leur vont dans les magasins classiques. Il y en a même, j'avais vu un reportage sur une émission à la télé, une personne qui fait des vêtements uniquement pour les personnes qui sont handicapées et qui ont du mal à s'habiller avec les vêtements comme nous, on enfile son pull par le haut. Voilà, trouvez bien quels sont les problèmes auxquels vous répondez. Si vous êtes graphiste, bah, par exemple, vous aidez à créer une marque qui est très visuelle, que les gens vont retenir, qui permet de donner plus envie d'acheter. Si vous faites, je ne sais pas, si vous êtes développeur, vous permettez d'avoir rapidement un site internet qui permet de vendre plus en ligne. Voilà, il faut vraiment pouvoir vous dire en une phrase ce que vous faites. Et ce qui est important, c'est de bien faire attention aux mots que vous allez employer. Là, en gros, cette petite phrase, on pourrait dire que c'est votre pitch, finalement. Et il faut que n'importe qui soit capable de comprendre, même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas votre métier. Alors, j'aime bien prendre cet exemple, mais moi, j'ai une sœur qui est plus jeune que moi, qui vit un peu Internet à sa façon. Elle n'a pas de compte Facebook, elle n'utilise pas Instagram, elle n'est pas sur LinkedIn, elle fait rien de tout ça. Par contre, elle a compris ce que je faisais comme travail. Elle bosse dans une caisse de retraite, donc nos deux métiers n'ont absolument rien à voir. Mais le fait que j'ai été capable d'expliquer clairement ce que je faisais avec des mots qui s'adaptent à tout le monde, bah, elle a compris ce que je faisais, comment je pouvais aider des entreprises, et elle m'a déjà envoyé des clients. Je veux vraiment vous faire prendre conscience à quel point c'est important que n'importe qui puisse comprendre ce que vous faites, comment vous le faites et qui vous aidez. Voilà, c'est très important. Alors, on peut avoir des exemples de positionnement. Par exemple, moi, je connais une personne qui fait uniquement de la pub Google pour les e-commerçants. Donc, en gros, elle les aide à avoir plus de clients, plus de ventes sur leur site e-commerce grâce à la pub Google. Je connais quelqu'un qui est uniquement expert comptable pour les startups. Je connais quelqu'un qui fait uniquement de la construction de maisons passives. Il y a d'autres personnes qui seraient une boutique qui vend uniquement des produits autour du golf. Voilà, on est sur des positionnements qui sont très clairs. Tout de suite, on a compris et on retient, et c'est ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir recommander ces personnes, ces sites, ces entreprises. Donc, c'est vraiment très important que vous puissiez prendre le temps avant de définir comment vous allez essayer de trouver des clients, vraiment d'être très clair sur votre positionnement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au positionnement? Alors oui, je vois qu'il y en a. Alors Arnaud qui nous dit en photographie, j'ai vraiment du mal à définir à quel problème je réponds. Alors là, c'est peut-être pas forcément
un problème si tu t'adresses par exemple aux particuliers, mais quelle situation? Moi, je sais que je me suis mariée il y a 2, 3 mois. On voulait un photographe qui permette que on soit sûr qu'il y avait quelqu'un qui était concentré uniquement sur le fait de prendre des photos pour que on ait des bons souvenirs de cette journée. Voilà, c'était pas vraiment notre problème, mais c'était notre motivation, on va dire. Euh, il y a toujours quelque chose. Alors, c'est peut-être pas le problème, c'est peut-être le besoin qui fait un petit peu moins dramatique en termes de vocabulaire. Je pense qu'il faut du coup identifier le besoin. En quoi tu vas aider tes clients à répondre à leurs besoins. Si c'est pour des entreprises, elles peuvent se dire on n'a pas de photos sérieuses de nos collaborateurs. On a besoin, sur des documents commerciaux, de pouvoir les utiliser, d'avoir des documents qui sont propres. Donc, il nous faut un photographe professionnel qui vient prendre chaque personne en photo. Voilà, ça pourrait être ça. Alors, je vois qu'il y a une question de Muriel dans le chat qui dit comment un artiste peut-il se présenter? Alors là, c'est vrai que c'est plus difficile parce que on est normalement moins en réponse à un problème ou à un besoin. Je pense que là, l'idée, ce serait plutôt dans le positionnement de vraiment montrer, Muriel, ce qui est différenciant chez toi. Pourquoi ce que tu fais, tes œuvres, sont différentes de celles d'autres artistes potentiellement. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Antonin qui demande si je peux donner un exemple de pitch en une phrase. Oui, ce serait, donc pour notre spécialiste de la pub Google e-commerce, ce serait j'aide les sites e-commerce à avoir plus de clients grâce à la publicité Google, par exemple. Alors, Déby qui nous demande, je suis chef de projet événementiel pour entreprises et particuliers. Je veux offrir mes services pour ces deux cibles différentes. Là, du coup, c'est vraiment deux positionnements différents. Chef de projet événementiel, c'est vrai qu'en parlant dans ce vocabulaire-là, on va plutôt parler au B2B. Je pense que si tu souhaites vraiment pouvoir communiquer à deux cibles différentes, il te faut deux positionnements. Et c'est compliqué quand on démarre de mettre l'énergie sur les deux. Donc, je te conseillerais plutôt de te concentrer sur un premier pour démarrer. Parce que entreprise et particulier, c'est hyper large. Déjà, juste se dire, je vais organiser des projets événementiels pour les entreprises, c'est très large parce que quel type de projet, quel type d'entreprise, là, pour l'instant, ce positionnement, il est vraiment hyper large et je t'invite à affiner autant que tu peux. Alors, Alison nous demande, j'ai dit que je pouvais conceptualiser des sites web et mobiles ou apps pour PME et start-up, c'est un peu light comme positionnement. Ouais, effectivement, c'est un petit peu large. Donc déjà, tu interviens uniquement sur la partie web design. Ouais, je pense qu'il faudrait site web, site mobile, application mobile, PME, start-up, peut-être resserrer sur des problématiques particulières. Par exemple, il y en a qui se spécialisent sur des sites ou des apps de réservation, de marketplace, de choses comme ça. Peut-être se recentrer sur une problématique en particulier pour laquelle tu vas devenir hyper experte et les gens vont savoir que voilà, tu es doué pour ça et vont te recommander pour ça ou venir te chercher pour ça. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour les questions. Laetitia qui demande si le positionnement, c'est égal au pitch. Oui, on pourrait dire ça. En tout cas, la phrase qui présente votre positionnement, ce serait le pitch. Je dirais ça. Alors, Jeffrey qui nous dit je souhaite faire du marketing pour les startups dans la transition écologique et l'économie collaborative. J'imagine que c'est trop large. Alors, je ne trouve pas ça trop large sur le ciblage. Uniquement les startups de ce secteur-là. Par contre, du marketing, là, effectivement, ça me paraît un peu large. Qu'est-ce que tu vas les aider à faire? Est-ce que le but, c'est de les aider à faire rapidement connaître leur marque? Est-ce que le but, c'est de rapidement leur permettre de générer des prospects? Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait arriver à préciser un peu les choses. Alors, voilà pour la partie positionnement. Ah, je vois qu'il y a encore une question. J'ai une agence de marketing et de communication spécialisée dans le sport. J'accompagne les clubs sportifs dans le développement commercial, mais aussi les entreprises qui souhaitent utiliser le sport comme vecteur de développement. Ça me paraît pas trop large. Par contre, si on peut dire, c'est deux positionnements parce que tu as deux types de services différents, de ce que je comprends, et deux sites différents. Donc, c'est juste ça. Alors, penses-tu que pour un illustrateur, le portfolio peut faire office de positionnement? Non, je pense qu'il faut pouvoir mettre des mots dessus parce que
Il faut que le bouche à oreille fonctionne. Il faut que, je ne sais pas, si tu rencontres quelqu'un à un événement de networking, tu puisses en quelques mots lui dire ce que tu fais. Tu ne vas pas forcément te balader toujours avec ta tablette pour montrer ton portfolio. Donc, je pense que même si ton métier, c'est plutôt le visuel, il va falloir que tu fasses cet exercice de mettre des mots là-dessus. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir passer à la suite et parler de développer votre réseau de prescripteurs. Je vais être assez brève là-dessus, hein, parce que, comme vous l'a dit Juliette en début de webinaire, il y a un webinaire vraiment uniquement dédié à ce sujet qui est prévu très rapidement. Donc, si ça, c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous conseille de suivre ce webinaire. Alors, à quoi ça sert de se construire un vrai réseau de prescripteurs? D'avoir des gens qui connaissent déjà votre métier, qui ont déjà des clients et qui vont envoyer vers vous des prospects. C'est vraiment le gros avantage parce que ces clients, vous allez avoir confiance en eux parce que si on vous propose de travailler avec eux, c'est que normalement la relation de votre partenaire avec le client se passe bien. Eux, ils ont déjà confiance en vous puisque si on leur a recommandé vos services, c'est que normalement, ils sont de qualité. Et puis surtout, vous savez que ces gens ont un vrai besoin. Voilà, c'est pas une entreprise qui vient un peu en touriste, en n'ayant absolument aucune idée de vos tarifs, absolument pas trop réfléchi aux besoins qu'ils peuvent avoir. Voilà, là, vous allez éliminer beaucoup de déchets, si je peux dire, dans votre prospection, en ayant des personnes déjà où il y a du sérieux, quoi. Alors, ça, c'est intéressant. Ça vous intéresse forcément de vous dire, oui, j'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui puissent me recommander des clients sérieux. Qui est-ce que ça pourrait être? Alors, quand vous faites de la prestation de service, donc là, je pense surtout aux personnes parmi nous qui sont en freelance, bah, il y a vos concurrents. C'est tout bête, mais il y a des gens qui proposent le même genre de service que vous, qui vont pas toujours être en mesure de répondre aux demandes qu'on va leur soumettre. Alors, moi, je vais vous donner plein d'exemples de gens qui pourraient être mes concurrents, mais en fait, qui m'ont envoyé des clients. Alors, il y a des freelances parfois qui m'ont envoyé des clients parce que leur agenda a été complètement full. Ils ne pouvaient pas accepter de nouveaux clients. Donc, plutôt que de dire juste non au prospect, ils ont préféré l'envoyer vers moi. Voilà, il y a ça. C'est arrivé aussi que la mission nécessite de bien parler anglais et que la personne qui avait été contactée initialement ne se sente pas du tout de travailler en anglais. Moi, ça ne me posait pas de problème, donc elle m'a envoyé le client. Ou alors, il y a aussi des copains freelance qui ont voulu changer un peu d'offre. Donc, ils se sont dit, il faut que je me débarrasse de mes clients actuels pour pouvoir proposer autre chose. Je vais proposer à Marion d'en reprendre une partie. Ou alors, il y a aussi des gens, ça peut arriver, qui prennent la décision de quitter le freelancing, l'indépendance, pour revenir vers du salariat. Pareil, ces gens-là, ils ont des clients et il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc, vos concurrents, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, peuvent aussi être des gens qui vont vous apporter des clients. Donc, c'est important que vous les connaissiez et que vous ayez un vrai lien avec eux, sachant que dans le milieu des freelances, dites-moi si vous n'avez pas ce sentiment, je trouve qu'il y a quand même pas mal de solidarité, d'entraide et de bienveillance. Notamment, c'est lié au fait que on travaille tous tout seul et qu'on est quand même très content de pouvoir créer du lien à côté. Donc, il y a vos concurrents qui peuvent être des prescripteurs très intéressants. Il y a aussi des entreprises qui proposent des services qui sont similaires ou complémentaires aux vôtres. Par exemple, moi, je fais du conseil en stratégie digitale, je fais beaucoup de référencement. Il y a plein de développeurs qui m'envoient leurs clients parce qu'ils ont créé un site. Maintenant, le client dit, bon, j'aime bien mon site, mais j'aimerais bien qu'il y ait des visiteurs qui viennent dessus. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider? Donc voilà, les développeurs, ils proposent des services qui sont complémentaires aux miens. Et donc, c'est des gens qui peuvent faire appel à moi. Moi, par exemple, il peut arriver que pour mes campagnes, j'ai besoin de bannières, par exemple. Donc, je vais apporter des clients à un graphiste parce que je vais conseiller à mon client de se rapprocher de tel ou tel graphiste pour la création des bannières, par exemple. Voilà, c'est tout bête. Il faut identifier les métiers qui sont proches du vôtre et qui font que vos services sont complémentaires. Et puis, il y a aussi des entreprises qui peuvent s'adresser aux mêmes clients que vous, mais qui font carrément autre chose. Par exemple, je connais pas mal de créateurs de sites internet qui ont des partenariats avec des experts comptables.
En gros, l'expert comptable, on vient le voir quand on a un projet de création d'entreprise. Bon, bah, l'étape suivante, c'est qu'il va falloir qu'on crée un site, très souvent. Donc, les experts comptables recommandent à leurs clients les services de tel ou tel développeur. Donc, voilà, il faut vraiment réfléchir quelles sont les personnes qui font des services qui sont complémentaires aux autres dans l'univers dans lequel vous vous trouvez, ou alors carrément dans d'autres univers. En gros, bah, par exemple, c'est tout bête, mais moi, j'ai acheté un appartement l'année dernière en investissement locatif. Bah, la personne qui m'a accompagnée dans ce projet, elle m'a recommandé 2 prestataires de services. Elle m'a recommandé le notaire avec qui j'ai signé la promesse de vente et l'achat de l'appartement. Et elle m'a aussi envoyé vers l'expert comptable qui me suit sur ce projet et qui fait toutes mes déclarations. Donc, ça marche pour tous les métiers, que vous soyez freelance ou que vous fassiez autre chose. Il faut essayer de voir qui pourrait être déjà en contact avec vos clients potentiels et leur recommander vos services. Alors, je vois que là, il y a pas mal de réactions dans le chat par rapport à ça. Bon, je vois qu'on est à peu près d'accord. Il y a pas mal de solidarité, pas mal de synergie. Et c'est vrai, en plus, pour les graphistes, hein, que vous avez chacun votre patte, chacun votre univers. Et donc, finalement, vous n'êtes pas vraiment en concurrence parce que les gens ne vont pas être sensibles pareil à ce que fait l'un et à ce que fait l'autre. Donc, bah, c'est chouette qu'on soit tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Alors là, c'est pour ce qui est prestation de service. Pour ceux qui vendent des produits, je parle notamment là pour les personnes qui ont dit qu'elles lançaient une marque de vêtements. Alors, sachez qu'il y a ce qu'on appelle des plateformes d'affiliation qui existent. En gros, la plateforme d'affiliation, c'est une sorte d'annuaire où vous allez vous inscrire en disant, bon, moi, j'ai mon site, je vends, je sais pas, des t-shirts. Si des personnes ont une audience, je ne sais pas, sur Instagram, sur leur site internet, sur leur blog, et qu'elles ont envie de tout simplement promouvoir mes t-shirts, elles peuvent le faire et je leur donne une commission dès qu'un t-shirt est vendu grâce à eux. Voilà. Et puis, vous pouvez voir aussi quelles sont les entreprises qui vendent ou qui fabriquent des produits qui sont similaires ou complémentaires aux vôtres. Par exemple, si vous faites que des t-shirts et qu'il y en a qui font que des pulls, bah, vous pouvez peut-être travailler ensemble, par exemple. Alors, je vois encore pas mal de choses dans le chat. Mathieu qui nous dit, je suis consultant RH freelance. J'ai décidé de créer un réseau national de consultants RH. Pas de concurrence, que de la complémentarité. Bah, écoute, ça m'intéresse beaucoup. Je note ton nom pour te contacter après. Hop. Hop. Hélène qui dit essayer Coworkies. Alors, c'est vrai que les plateformes de freelance, Coworkies, Malt, un petit peu tous, organisent aussi pas mal d'événements, que ce soit en ligne actuellement ou dans la vraie vie, on va dire, quand on n'a pas de confinement. Et ça permet de rencontrer énormément d'autres freelances qui pourraient devenir vos prescripteurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, je vois qu'il y a des questions dans l'onglet questions. Prescripteur égale ancien client. Alors, pas forcément, Jessie. Un prescripteur, ça peut être un partenaire qui a pu travailler avec vous d'une manière ou d'une autre, mais pas forcément en tant que client. Alors, Quentin, qui est plutôt sur du e-commerce avec sa marque de vêtements, nous demande si un prescripteur dans la vente de produits, ça peut être une marketplace. Je ne le vois pas comme ça, je pensais plutôt à de l'affiliation. Par exemple, à des influenceurs, à des choses comme ça. Hop. Alors, on va pouvoir enchaîner. Alors, du coup, bon, c'est bien, vous avez compris quel est l'intérêt d'avoir des personnes qui vont vous... Hop, je note juste le nom du collectif de freelance RH de Mathieu. Donc maintenant, vous dites, je vois vraiment l'intérêt de travailler sur le fait d'avoir des prescripteurs. Maintenant, j'ai en tête qui pourrait devenir mon partenaire, mon prescripteur. Il y a 3 étapes. La première, c'est de les identifier exactement. Exactement qui, quelles entreprises éventuellement, et à l'intérieur de l'entreprise, quelle personne, est-ce que c'est le directeur, le responsable ou quelqu'un de plus opérationnel. Si c'est des freelances, ça va être un petit peu plus facile de définir qui est le bon interlocuteur. Et là, il va falloir les contacter. Et ça, c'est toujours difficile parce que c'est faire une démarche vers quelqu'un. Alors, moi, ce que je conseille pour les plus timides d'entre vous, c'est de bien essayer de passer d'abord par les réseaux sociaux pour avoir un contact qui est moins frontal. Essayer de les suivre sur certains réseaux sociaux, essayer d'interagir sur leurs publications, de commenter de façon régulière. Ce sera beaucoup plus facile de vous décider à envoyer un message à cette personne parce que
quand elle reçoit votre message, elle sait déjà qui vous êtes. Voilà. Et puis du coup, essayez, quand vous le pouvez, d'avoir des mises en relation. Si vous pensez que dans vos connaissances, il y a quelqu'un qui connaît déjà cette personne, demandez-lui, est-ce que tu serais d'accord pour me mettre en relation avec machin? J'aimerais bien pouvoir échanger et qu'on puisse éventuellement nouer un partenariat. Et du coup, ce partenariat, il va falloir aussi que vous sachiez sous quelle forme il va se faire. Alors, entre freelance, ça se fait souvent sans vraiment formaliser les choses, sans forcément parler d'argent, se dire, bah, moi, je t'envoie les clients auxquels je pense, et toi, tu fais pareil si tu en as l'occasion. Ça marche souvent comme ça. Mais il y a de plus en plus de gens qui vont au-delà de ça, qui se disent moi, je pense que si je propose à la personne une rémunération, par exemple un pourcentage sur le montant de la mission qu'elle va me ramener, bah, finalement, du coup, cette personne, elle va peut-être m'en ramener plus que si je lui avais rien proposé en échange. Voilà, ça, il faut que vous puissiez réfléchir d'abord avant d'aller engager le contact avec ces personnes-là. Alors, je vois qu'il y a à nouveau des questions. Alors, Matt, qui demande si j'ai des exemples de plateformes d'affiliation. Oui, alors il y en a plein. Il y a Affilinet, il y a Zanox. Leur nom change très souvent. Donc, je vous invite à taper plateforme d'affiliation sur Internet. Juliette, peut-être que tu peux nous parler de celle que vous utilisez sur Shine, si c'est une plateforme sur laquelle d'autres personnes peuvent s'inscrire. Alors nous, on utilise un logiciel en propre, donc on n'est pas sur une D'accord. plateforme purement marketplace où justement des affiliés peuvent venir choisir Shine. Et surtout, c'est très fintech. Mais D'accord. effectivement, vous pouvez trouver plein d'infos. Il y en a aussi beaucoup qui sont spécialisés par secteur. Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller regarder. Et effectivement, vous pouvez postuler en fait pour être présent sur la plateforme. Et ensuite, des affiliés viennent justement chercher votre produit, euh, récupérer votre lien et peuvent justement les proposer très rapidement et très simplement. Donc, c'est souvent une bonne idée si vous avez des services. Voilà, nous, on le fait pour Shine. Il y a beaucoup de prescripteurs de Shine sur Internet et Moi. ça nous va. Dont Marion, qui est une cliente satisfaite, mais qui recommande aussi Shine de façon rémunérée. Ouais, Euh, exactement. donc voilà. Bon, bah, super, merci Juliette. Du coup, je vous propose qu'on passe à la troisième partie, donc la création de contenu. Alors, c'est quoi les avantages de la création de contenu, du marketing de contenu? Ça a plusieurs noms. Alors, le premier, c'est vraiment le personal branding. C'est que ça va vous permettre de vous constituer vraiment une image d'expert. Quand vous faites du contenu, on a tout de suite l'impression que vous savez ce que vous dites et que vous vous y connaissez vraiment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt quelque chose qui va donner confiance aux, aux prospects potentiels. Et puis, c'est bien aussi parce que c'est un effort qui va payer sur le long terme. Quand vous créez des podcasts, quand vous créez des vidéos, quand vous créez des articles de blog, c'est des choses qui peuvent vivre pendant plusieurs années. Donc ça, c'est quand même super cool aussi. Euh, on parle souvent aussi d'inbound marketing. L'idée, c'est vraiment que les prospects viennent à vous, donc c'est plus confortable. Et franchement, c'est un rapport qui est plus agréable, qui est plus naturel. Il y a plus d'équilibre. On a souvent l'impression que, en gros, le vendeur, il est là et le client, il est là. Le client est roi, en fait. Quand c'est le prospect qui vient à vous, voilà, la relation, dès le début, elle est beaucoup plus agréable, elle est beaucoup plus équilibrée. Alors, Muriel nous demande que veut dire personal branding et inbound marketing. Alors, désolé, c'est des termes qui sont un petit peu techniques. Alors, ce qu'on appelle le personal branding, finalement, c'est le fait de créer autour de soi-même une marque autour de ce qu'on sait faire, de notre personnalité, de qui on est en fait. Voilà. Et ce qu'on appelle inbound marketing, c'est une forme de marketing qui a pour objectif de ne pas être toujours en train de courir après les prospects ou les clients, mais plutôt de faire en sorte que ce soit eux qui fassent une démarche vers nous, parce qu'ils ont pris connaissance de ce qu'on était capable de faire, qu'ils ont pris confiance en nous, et donc là, ils veulent en savoir plus. Alors, quand on parle de contenu, finalement, il y a énormément de possibilités différentes. Il y a créer un blog, il y a créer un podcast, créer de la vidéo, par exemple, sur YouTube. Et il y a aussi utiliser les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont pas de blog, qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui n'ont pas de podcast et qui publient énormément sur les réseaux sociaux. Et ça leur permet d'avoir plein de gens qui comprennent ce qu'ils font et qui viennent à eux pour leur demander de l'aide sur certains sujets.
Alors, quand je dis tout ça, vous avez compris, il y en a plein de différents. Ça veut dire qu'il y en a forcément un qui va être idéal pour vous. Alors, idéal pour vous, ça veut dire que il vous permet de toucher votre cible. Si vous vous adressez au B2C, bah, vous n'allez pas forcément utiliser les réseaux sociaux et notamment LinkedIn comme canal de création de contenu, qui vous permet de mettre en avant vos services. Je ne vois pas forcément un graphiste faire un podcast. C'est pas forcément là qu'il va pouvoir le mieux montrer un peu ce qu'il sait faire, quelle est sa patte, quel est son style, et qui correspond aussi à votre personnalité. Moi, je fais des vidéos, ça ne me dérange pas qu'on voit mon visage. Au début, c'était un peu bizarre, je vous avoue. Mais voilà, je m'y suis faite. Je sais qu'il y en a qui me disent, c'est très clair, je suis hyper mal à l'aise, je ne peux pas du tout faire de la vidéo. C'est très bien. Vous pouvez aussi faire des choses sous forme de texte, sous forme orale, avec le podcast. Donc voilà, il y a vraiment forcément un truc pour vous qui fonctionne bien sur votre activité, sur votre personnalité et sur votre ciblage également. Par exemple, pour vous donner un exemple très très pratique, moi il y a quelques années, j'avais beaucoup de problèmes pour m'endormir. Et du coup, j'ai décidé de chercher des infos sur Internet, comment trouver le sommeil, comment bien dormir, et je suis tombée sur le blog du sommeil. Et en fait, le blog du sommeil appartenait à une boîte qui s'appelle MyDodo, qui fait un petit produit là que vous voyez sur la droite, qui est une sorte de capsule qui produit des ondes la nuit. Et en fait, le fait de se concentrer là-dessus, de respirer en fonction, c'est un truc qui vous aide à se concentrer et à s'endormir au final. Et en fait, moi, j'ai acheté leur produit parce que j'étais tombée sur le blog. Donc, c'est vraiment le contenu ici qui leur a permis d'avoir un prospect, d'avoir un client. Voilà, c'est hyper pratique. J'ai aussi un blog sur lequel je donne des conseils pour bien faire ses campagnes Google. Ça, pareil, ça me rapporte régulièrement des emails de gens qui me disent j'ai vu votre blog, j'ai vu cet article, est-ce que vous pouvez faire mes campagnes? Donc c'est vraiment hyper intéressant de faire ça parce que c'est un truc qui va rester sur le long terme et quand les gens vous contactent, ils ont déjà confiance en vous. Un autre exemple de création de contenu qui a fait exploser la carrière de quelqu'un, c'est Louis. Donc Louis, c'est un ancien Lyonnais qui est maintenant parti en Chine et que j'avais rencontré à des afterwork Malte. Il a créé une chaîne sur YouTube pour partager des tutos de développement web. Euh, donc déjà, il n'avait pas forcément prévu ça, mais pendant ses études, il a eu énormément de missions freelance, plein de clients qui sont venus à lui grâce à ses tutos. Et puis quand il est sorti de l'école, il avait le choix, il avait plein de missions freelance proposées, il avait plusieurs propositions d'embauche. Tout ça grâce à ses vidéos sur YouTube. Donc ça marche vraiment et c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous. Alors, comment on le met en place tout ça? Déjà, il faut absolument réfléchir avant tout. Il faut définir votre stratégie. Donc, quel est le canal qui vous convient à vous, à votre personnalité et au service que vous proposez et à vos clients? Quels sont les sujets dont vous allez parler? Comment vous allez essayer d'aider vos prospects? De quoi vous allez parler pour ça? Sur quel ton vous allez vous exprimer? C'est tout bête, mais est-ce que vous allez plutôt les tutoyer? Est-ce que vous allez les vouvoyer? Est-ce que vous allez être dans l'humour? Est-ce que vous allez être dans le sérieux? Il faut bien réfléchir à ça. Et quelle va être votre ligne éditoriale? En gros, c'est un mélange de tout, de quoi vous parlez et de quelle façon. Et puis, définissez aussi une fréquence à laquelle vous allez publier. Ça, c'est très important pour créer des rendez-vous avec votre cible et pour vous créer une discipline aussi. Et puis ensuite, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, il est temps de passer à l'action. Il faut bien planifier tout ça. Donc, avoir un calendrier avec toutes vos idées. Et puis, on dit aussi, ça fait partie d'un des grands conseils quand on veut créer du contenu de façon régulière, de les produire en batch. C'est-à-dire que si vous vous dites, chaque semaine, je vais créer un article sur mon blog, peut-être que en fait, vous allez prendre une demi-journée et vous allez écrire tous les articles du mois sur cette demi-journée parce que ça y est, vous êtes dedans. Et puis quand on est sur un type d'action, il vaut mieux avancer et en faire le plus possible. D'ailleurs, je rebondis sur ce point. On a fait tout un webinaire il y a 2 semaines, 4 semaines, je crois, qui était sur la production de contenu et qui détaille justement toute cette stratégie de produire en batch, de trouver les bons canaux, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder justement pour approfondir ce sujet si c'est une stratégie qui vous intéresse.
Cool. Alors, je vois que Mathieu dit, en gros, tu veux faire des vidéos, mais t'oses pas. Je comprends très bien. Moi, j'ai un peu traîné à m'y mettre. Mais franchement, les résultats sont très encourageants. Donc, je t'encourage à aller au-delà de ton appréhension et t'y mettre. Alors, je vois qu'il y a des questions. Quel est ton outil pour mettre tes idées et ton calendrier? Alors, au début, je le faisais sur Trello. Et puis finalement, j'ai basculé sur un fichier Google Sheets. L'idée, c'est voilà, d'avoir un calendrier très précis. Dès que je pense à un truc, je me dis ça serait bien de faire une vidéo là-dessus, je le note. Et puis après, j'organise tout pour m'assurer de varier un peu les sujets. Ouais, moi, Excel, c'est vraiment le truc qui me convient le mieux, mais c'est très perso, quoi. Alors, pour que votre stratégie de contenu, elle marche vraiment à long terme, il faut que vous puissiez définir à l'avance quels sont les indicateurs de succès. Enfin, sur un blog, ça va être évidemment le nombre de consultations de tel ou tel article, mais aussi le nombre de contacts que ça a généré derrière. Il faut absolument comprendre aussi que la création de votre contenu, c'est la première étape, mais que derrière, il faut absolument que vous dégagiez du temps pour la promouvoir, pour promouvoir vos articles de blog, vos vidéos YouTube, vos épisodes de podcast. Il faut pouvoir les mettre devant les bonnes personnes. Tout à l'heure, je vous disais que c'est important de bien définir votre fréquence parce que ça va vous donner une discipline. Bah oui, quand vous êtes fixé un rythme, il faut vous y tenir. Alors, je dis pas pendant les vacances de Noël, on en parlait justement avec Juliette avant que tout le monde soit connecté, on va pas publier du contenu pendant les vacances de Noël, ça n'aurait pas de sens, les gens ne seront pas là pour les regarder. Mais en tout cas, si vous vous dites, je sors un épisode tous les mois, il faut vraiment sortir un épisode tous les mois. Et puis, il faut profiter de ça pour provoquer des échanges avec votre cible, avec votre communauté, avec les personnes qui vous suivent. C'est ça aussi qui va vous permettre de savoir toujours plus quels sont les sujets qui les intéressent et tout ça. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à la discussion qui va vous permettre d'ajuster votre calendrier pour la suite et d'avoir toujours des sujets qui intéressent vraiment les gens. Alors, je vois qu'il y a à nouveau une question. Où est-ce qu'on peut voir le webinaire qui parlait du contenu en batch? C'est Lucie qui demande ça. Juliette, confirme-nous. J'imagine c'est sur la chaîne YouTube Shine. Exactement. Si vous allez sur la chaîne YouTube Shine, il y a une catégorie qui s'appelle revoir les workshops en ligne et vous pouvez retrouver justement, il s'appelle comment créer du contenu en 2021. Donc, vous le retrouvez très facilement. Ah bah super, Natacha qui nous dit je peux partager les fichiers que j'utilise, mon calendrier Excel pour ma stratégie de contenu. Bah c'est top, merci beaucoup. C'est beau cette solidarité là depuis le début dans le Voilà, chat. c'est ce qu'on disait. Une belle Et, illustration. et alors du coup, puisqu'on parle de personal branding, bah, il y a un truc qui va être important, qui va faire que les gens auront envie de continuer à vous suivre, c'est que vous soyez vous-même. Il y a plein de gens sur Internet qui publient du contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit des articles. Donc, pour que les vôtres soient un peu différents, il faut qu'on vous voit dedans, savoir qui vous êtes. Voilà, donc voilà, ça permettra vraiment que les gens s'attachent à vous. Et puis en plus, pour vous, ça sera plus agréable. C'est plus agréable d'écrire en se disant bon, bah, j'écris ou je tourne une vidéo sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Voilà, ça sera plus facile pour vous, vous aurez plus de plaisir à le faire. Et puis c'est vrai aussi que les gens auront plus envie de venir vers vous, de vous envoyer des messages. Alors voilà pour la partie stratégie de contenu. On va parler de votre profil LinkedIn maintenant. Alors je suis désolée pour pour les fabricants de t-shirts. Là, c'est plutôt les freelances que ça va intéresser. Il y a plein de freelances qui négligent LinkedIn parce qu'ils voient ça comme un outil pour les recruteurs. Voilà, là, je vous ai mis une capture d'écran d'un message que j'ai reçu il y a quelques semaines d'un cabinet de conseil qui avait besoin d'un expert analytics et donc qui cherchait un freelance pour ça. Voilà, donc ils m'ont contacté. Je vous montre ça, pas pour me vanter, parce qu'en plus, finalement, leur mission n'était pas intéressante du tout, donc je ne l'ai pas prise, mais pour vous dire que c'est vraiment intéressant, enfin, c'est vraiment important, ça vaut le coup de prendre le temps de bien travailler votre profil LinkedIn. Alors, par quoi on commence? Par votre titre. Votre titre, c'est pas forcément votre intitulé de job actuel. Vous pouvez le changer. Il faut vous assurer déjà que c'est clair. Faut vous assurer que dans votre titre, vous utilisez des mots-clés que vos prospects emploient vraiment. Imaginons que vous êtes développeur WordPress
mais que vous voulez faire des sites web pour des restaurants, par exemple. Je ne pense pas que le restaurant qui a envie d'avoir un site internet va taper développeur WordPress. Il va peut-être taper créateur de site internet, par exemple. Alors, comment vous pouvez savoir quels sont les mots-clés que tapent les internautes, enfin, les prospects potentiels, quand ils cherchent quelque chose sur Google? Vous pouvez aller vérifier sur cet outil de Neil Patel qui s'appelle Ubersuggest et qui est gratuit, surtout. Vous allez vérifier, vous tapez les mots-clés que vous imaginez et il va vous dire quel est le volume de recherche mensuel sur tel ou tel mot-clé. Et il va aussi vous donner des idées de mots-clés qui sont assez proches, auxquels vous n'aviez pas forcément pensé, mais qui sont employés sur Google. On n'a pas d'outils pour voir ce que les gens tapent exactement sur LinkedIn, hein, mais voilà, en sachant ce qu'ils cherchent sur Google, déjà, on peut avoir une idée assez précise. Donc ça, c'est pour votre titre. Ensuite, votre texte de présentation. Alors, il y a plein de gens qui n'en mettent pas. Il y a plein de gens qui mettent un truc qui est très long, qui ne donne pas envie d'être lu. Il faut vous assurer que ce texte-là, il permet vraiment de comprendre ce que vous faites. Il faut vous assurer aussi qu'il permet à la personne qui la lit de comprendre ce que vous avez de différent par rapport aux autres personnes qui proposent la même chose. Donc là, si on reste sur l'idée du développeur qui fait des sites web pour les restos, qu'est-ce que vous avez de différent? Peut-être le fait que vous connaissez très bien les problématiques des restos, peut-être que vous êtes capable en plus de mettre un système de réservation en ligne, peut-être que vous leur mettez une interface hyper claire pour qu'ils puissent, je sais pas, renseigner très facilement le plat du jour. Je sais pas, mais il faut trouver un truc qui vous montre votre différence. Et puis surtout, alors j'aime pas cette expression, mais il y a plein de gens qui disent que votre profil LinkedIn doit être une page de vente. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il faut qu'il propose une action très claire aux personnes qui lisent ce texte, notamment envoyer un message, prendre rendez-vous sur votre système de prise de rendez-vous en ligne. Et puis, il faut vous assurer aussi sur ce profil que vos compétences sont bien listées. Alors, pour aller plus loin, faites en sorte d'avoir un maximum de recommandations. Et ça, il y a plein de gens qui vont pouvoir vous le faire. Vos anciens clients, les freelances ou les entreprises avec qui vous avez collaboré, les personnes avec qui vous avez déjà travaillé quand vous étiez salarié. Et puis, vous pouvez aussi leur demander de endorser vos compétences. Ça, pareil, ça coûte pas grand-chose. Et puis, une fois que votre profil il est bien optimisé, il est bien rempli, il faut absolument être actif. Donc, postez de façon régulière, interagissez sur les posts des autres, likez, n'hésitez pas à commenter. Et puis, surtout, lorsqu'on vous envoie un message privé, n'hésitez pas aussi à répondre rapidement. Alors, Stéphanie nous dit, quand on débute, c'est compliqué d'avoir des recommandations. Alors, si tu débutes en tant que freelance, oui, mais tu peux t'appuyer notamment sur tes anciens collègues de ton époque salariée ou éventuellement tes collègues de promo de ton époque étudiante. Ça peut être un point de départ. Ou tes stages, par exemple. Alors, Mathieu qui nous dit, dommage, Davidson est un gros cab. Ouais, mais j'ai pas trop aimé l'approche, personnellement. Voilà. Alors, Florentine nous demande, conseilles-tu d'accepter toutes les demandes de contact? Alors non, pas forcément, mais les personnes qui sont dans un secteur, enfin qui sont dans ton univers, oui. Voilà pour la partie LinkedIn. Donc là, on a vu ensemble ce que vous pouviez faire pour avoir un certain nombre de prospects qui viennent à vous de façon régulière. Un prospect qui arrive à vous, bon, il y a la moitié du boulot qui est fait. Parce que là, il s'agit de les transformer en clients et c'est pas toujours la partie la plus facile. Moi, on me dit souvent, j'ai envoyé un devis, j'ai pas de réponse. On va voir ensemble ce que vous pouvez faire pour améliorer ça. Alors, déjà, il faut bien comprendre que votre relation avec un prospect, elle a différentes étapes. La première étape, c'est la prise de contact. Donc, le prospect, il découvre que vous existez et puis il découvre de visiter votre site, si vous êtes un site e-commerce, ou de vous contacter, par exemple, si vous êtes un freelance. La deuxième phase, c'est la phase un peu échange et proposition. Donc, pour un freelance, c'est la phase pendant laquelle vous allez discuter avec lui pour essayer de bien comprendre son besoin. Et c'est ce qui va vous permettre de lui envoyer une proposition qui est vraiment personnalisée et qui répond à ce dont il a besoin. Si vous êtes un site e-commerce, en fait, il va se balader sur le site, il va essayer de trouver le produit. Et là, vous allez vraiment l'accompagner grâce à votre UX. Merci Juliette pour le lien sur le profil LinkedIn. Et la dernière étape, c'est c'est le temps qu'il va prendre pour se décider. Donc, parfois, vous allez avoir besoin de le relancer. Parfois, vous allez avoir besoin de faire de la publicité qu'on appelle retargeting si vous êtes un site e-commerce.
Le but ici, c'est vraiment de faire en sorte qu'il prenne sa décision, qu'il achète, qu'il signe le contrat, qu'il valide la mission, qu'il signe le devis, peu importe comment on appelle ça, mais le but, c'est qu'il dise oui. Alors, à chaque étape, il va falloir que vous puissiez augmenter vos chances. Déjà, plus vos offres, plus la personne, quand elle vous contacte, elle est informée sur votre offre, plus la personne est qualifiée, plus vous allez gagner du temps et plus vous avez de chances déjà qu'elle soit vraiment intéressée par ce que vous proposez. Donc, si vous avez un site web, faites en sorte que les gens connaissent déjà votre offre, qu'ils sachent exactement dans quelle situation vous pouvez les aider et éventuellement qu'ils aient une idée de vos tarifs. Ça va vous permettre d'avoir à répondre à moins de questions au départ et de plutôt être dans l'échange. Moi, je vous encourage vraiment à provoquer absolument systématiquement un échange. Que ce soit d'aller voir le client dans ses locaux si vous le pouvez, bon, en ce moment on va l'éviter, que ce soit au téléphone, que ce soit en visio. Vraiment, ça va vous permettre deux choses. La première, c'est de créer un lien. Et ça, c'est important parce que c'est quand même un humain qui va travailler s'il a envie de, enfin, qui va décider s'il a envie de travailler avec vous ou pas. Et la deuxième chose, c'est que cet échange-là, il va vous permettre de récolter des infos qui sont vraiment essentielles pour faire une proposition qualifiée, personnalisée. Pour ça, il va falloir le préparer, cet échange. Déjà, il faut que vous compreniez qui est votre interlocuteur. Quand quelqu'un vous contacte, vous devez savoir qu'est-ce qu'il fait dans cette entreprise, à quel poste il est, à quel point il est décideur, quel est son rôle. Et vous devez aussi avoir quand même une vague idée de qui sont ses concurrents pour ne pas être complètement à l'ouest pendant la discussion. Vous devez également lister un certain nombre de questions que vous allez avoir besoin de lui poser pour comprendre plusieurs choses. Vous devez comprendre quel est le contexte de sa demande. Pourquoi il vous contacte maintenant? Est-ce que, je sais pas, pour un site web, est-ce que c'est parce que c'est un nouveau site web? Est-ce que c'est une refonte? Est-ce qu'ils refont parce que son site n'est pas assez responsive? Est-ce qu'ils refont parce que son offre a trop évolué, le site il va plus du tout? Il faut comprendre aussi quels sont ses objectifs et ses contraintes. Alors, objectifs en termes de résultats, en termes de timing aussi, et quelles sont ses contraintes. Les contraintes, ça pourrait être pour un développeur qu'il faut absolument qu'il reste sur tel ou tel CMS. Il faut absolument que le nouveau site soit très facile à connecter avec son CRM, par exemple. Il va falloir connaître un peu son budget. Je sais que parmi vous, il y en a sûrement beaucoup qui n'osent pas poser cette question, quel est le budget du client? Et c'est vrai aussi qu'il y a pas mal de prospects qui n'ont pas forcément envie de donner la réponse à cette question. Mais c'est important pour vous de lui faire comprendre que vous avez besoin de cette info parce que ça va vous permettre d'ajuster votre proposition. Et peut-être aussi de dire direct, non, mais si tu as 500 € pour faire un site avec toutes ces fonctionnalités, je te le dis direct, c'est mort. En tout cas, c'est pas moi qui te le ferai. Voilà. Il faut aussi que vous sachiez quelles sont les ressources qui sont disponibles. Par exemple, si vous êtes graphiste, est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'il y a déjà une charte graphique qui existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir faire l'exé si on vous demande que de faire de la direction artistique? Voilà, il faut savoir, en termes de documents, en termes de personnes dans l'entreprise, de quoi vous disposez pour vous aider à travailler. Il faut que vous compreniez l'historique aussi. Est-ce que là, cette personne vous contacte et jusqu'ici, elle était avec une agence et elle n'en est pas contente? Faut que vous puissiez savoir ça. Et puis, il faut que vous puissiez poser toutes les questions qui sont un peu techniques et qui sont nécessaires pour que vous puissiez évaluer la charge de travail. Ça, c'est très important aussi. Et puis là, ça y est, c'est le moment de faire votre proposition. Pitié, faites pas de devis sur Excel, s'il vous plaît. N'envoyez pas de devis, ça ne met pas du tout en valeur votre travail. Ça ne permet absolument pas d'expliquer ce que vous allez faire. Et puis, ça ne permet pas de rassurer le prospect. Donc, dans 99% des cas, le seul truc qu'il va se dire, c'est super cher. Donc, il faut que vous ayez un vrai document qui vous permet vraiment de présenter ce que vous avez à proposer, de le mettre en valeur, en fait, de permettre au prospect de comprendre comment est fait votre prix. Donc, dans ce document de plusieurs pages, déjà, il faut que vous puissiez rappeler le contexte. C'est important, ça montre à la personne que vous avez pris la peine de l'écouter et que vous avez compris ce qu'elle attend de vous. Il faut que vous puissiez expliquer les différentes étapes de la mission. Il faut bien se mettre à la place de votre prospect. Il n'a pas vos compétences. Il ne comprend pas forcément ce que vous avez besoin de faire, comment ça se passe, combien de temps ça prend. Il faut aussi que vous puissiez lui donner une idée du planning. Ça lui permet de savoir où il va, mais ça lui permet aussi de se projeter dans une collaboration avec vous. Donc, c'est plus facile de se dire on lui donne envie de travailler avec nous.
Il faut parler du budget, hein. Bien sûr, ça fait partie des choses qui fâchent, mais c'est l'information principale qu'il attend de vous, combien ça va lui coûter. N'hésitez pas à bien découper le budget, hein. Si vous avez une mission en 5 étapes, découpez le budget. Alors la première étape, c'est tant, la deuxième, c'est tant, histoire de ne pas avoir qu'un chiffre tout rond qui fait peur. Listez immédiatement les éléments dont vous allez avoir besoin pour la réalisation de la mission. Ça permet de montrer que vous êtes proactif. Là encore, ça permet à votre prospect de se projeter un petit peu plus dans la collaboration avec vous. Et terminer par ce qu'on appelle tous les éléments de réassurance. Montrez-lui que vous connaissez son problème, vous l'avez déjà résolu pour d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à mettre des mini-études de cas. N'hésitez pas à mettre les logos des entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Alors, moi, sur mon site, dans la partie boîte à outils, j'ai un modèle PowerPoint que je propose au téléchargement. Donc, en cliquant sur le lien, vous pouvez le télécharger. Alors, je vois que Sandra demande si vous aurez les slides. Alors oui, Juliette, hein, il me semble que c'est bien prévu. Oui, normalement, vous pouvez déjà, en passant sur la slide, télécharger la présentation. Et de toute façon, dans l'email que vous recevrez dès la fin du webinaire, il y aura le lien vers la présentation. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Alors Mathieu réagit en disant que lui, il ne veut pas envoyer ses devis ou ses propositions par mail, qu'il veut le faire en live. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont cette façon de fonctionner. Ce n'est pas forcément la mienne. En revanche, je m'applique à ce que mon document soit le plus clair possible, qui génère le moins de questions possible. Et très souvent, il est accompagné d'un débrief. Mais là, c'est vrai que avec cet enchaînement-là, quand la personne découvre le budget, elle a déjà plus compris ce qu'on lui propose. Et ce que je fais quand je sens que la personne est un peu moins, un peu moins avertie, je lui envoie une vidéo dans laquelle je balaye le document et je le commente en direct. Le problème, c'est que d'être en live, ça demande toujours de se coordonner, de trouver un moment où les deux personnes sont disponibles et ça ajoute souvent du délai. Donc voilà, moi, c'est ma méthode à moi. Le truc aussi, c'est que tout le monde ne se sent pas assez à l'aise pour présenter sa proposition à l'oral. Donc voilà, je pense qu'il faut que chacun trouve la méthode qui lui correspond le mieux. Voilà. Et donc, bon, bah, vous avez envoyé votre proposition. C'est pas encore fini. Parce qu'il se peut que la personne ait besoin d'un délai pour prendre sa décision. Donc là, c'est vraiment à vous d'avoir la main sur le planning et d'être proactif. Donc déjà, quand vous envoyez votre document, si vous ne le présentez pas comme Mathieu le préconise en live, dites-lui déjà, si j'ai pas de nouvelles de vous dans une semaine, je me permettrai de revenir vers vous. C'est vous qui fixez le calendrier, en fait. Donc ça, ça permet vraiment de montrer que c'est vous l'expert, là. Alors, il y a plein de gens qui n'osent pas relancer. Ils sont très gênés de faire ça. J'ai justement fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est sortie jeudi dernier à ce sujet-là. En fait, vous avez pris du temps pour échanger avec cette personne-là. Vous avez pris du temps pour lui construire une proposition qui est personnalisée. Donc, vous êtes en droit d'attendre une réponse. C'est la moindre des choses, hein, qu'elle vous la donne. Donc, bon, bah, laissez passer un petit peu de temps. Privilégiez des relances qui sont écrites. Appelez pas forcément au téléphone tout de suite. Déjà, c'est moins intrusif et puis vous serez sûrement plus à l'aise pour le faire. Et quand la première relance n'a rien donné, si vous faites une deuxième relance, expliquez bien à votre prospect que vous avez besoin de planifier votre travail des semaines ou des mois à venir. Il n'a pas forcément conscience de l'impact que ça a sur votre planning ou sur votre organisation. Il ne peut pas le deviner, là, c'est à vous de lui dire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à relancer, c'est important de bien le faire et de bien faire en sorte d'obtenir une réponse. Voilà, donc j'ai essayé d'accélérer un peu pour qu'on respecte bien l'heure et que vous puissiez aller manger. Je pense qu'on a tous très faim. Moi, perso, j'ai bien faim. Mais voilà, si vous souhaitez qu'on puisse rester en contact par un moyen ou un autre, vous pouvez regarder donc ma chaîne YouTube, mon site web sur lequel vous trouverez donc le blog, la boîte à outils, avec différents docs, dont le modèle de proposition commerciale. Et puis, je suis bien sûr disponible par mail. Voilà, il y a mon adresse mail qui est notée sur les slides. Donc, n'hésitez pas. Hein, en général, des mails, j'en reçois plusieurs par jour. J'essaie de répondre à tout le monde. Et du coup, comme j'en recevais vraiment beaucoup, j'ai aussi mis en place depuis la semaine dernière un YouTube Live tous les lundis midi qui s'appelle La permanence des freelances, dans lequel vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà.
Alors, je vois qu'on a un retour d'Olivia qui dit: Je confirme, il faut relancer. Récemment, mon mail était tombé dans les spams. Et voilà, donc tu as relancé par WhatsApp. La personne, c'est pas qu'elle t'avait pas répondu parce qu'elle n'était pas intéressée, c'est parce qu'en fait, elle l'avait pas reçu. Donc vraiment, n'hésitez pas à relancer, c'est hyper important. Ben, merci à tous pour votre participation et merci d'avoir été si participatif, si on peut dire ça. Ouais, c'est vrai que c'est génial. Marion a fait tout mon travail. D'habitude, on garde les questions pour la fin, mais comme elle les a pris au fur et à mesure, Ah, je n'ai rien eu à faire. Donc, c'est génial. Merci à tous d'avoir été, oui, d'avoir bien participé. Il y a eu beaucoup de remarques au début sur le positionnement, donc c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que c'est une blague qui revient souvent, le côté mes proches ne comprennent pas ce que je fais quand je suis freelance. Et effectivement, arriver à résoudre ce problème-là, c'est peut-être le premier point pour bien travailler son positionnement. C'est alors drôle. moi, je me suis dit, ça y est, j'arrive à bien expliquer mon positionnement. C'est quand ma grand-mère a enfin compris ce que je fais. Bah Là, je voilà, me c'est suis dit, c'est bon, l'exercice. j'y arrivé. Là, en plus, les fêtes de fin d'année arrivent, donc c'est vraiment le moment de le tester, je pense. Entraînez-vous, ouais. Je vous remets le lien pour vous inscrire au prochain webinaire si ça vous intéresse de continuer l'aventure. Et vous avez normalement, du coup, vous recevrez justement la présentation dans 2 minutes dès que le webinaire est terminé. Bah, merci beaucoup Marion en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir été super réactive aux différentes remarques et d'avoir su s'adapter aussi aux différents clients qu'on a chez nous. Euh, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous, Bon bonne journée. appétit.